Fanny Bouton, Olivier Ezrati, merci pour cette superbe rétrospective du CES 2018. Pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre et qui n'ont pas pu assister ce soir à notre réunion, j'ai quelques petites questions à vous poser. Notamment, quelles sont pour vous les plus grosses tendances du CES 2018 ? Moi, j'ai pas mal focusé sur tout ce qui était véhicules autonomes et smart cities, même si c'était pas autant présent que ce que je pensais, c'est quand même assez sous-jacent et important et ça va encore se développer. Et puis, on avait aussi tout ce qui était objets connectés et robotique dans la maison qui m'intéressait beaucoup. Donc, c'est quand même des tendances qui restent, qui sont en train de monter. Donc, voilà. Olivier ? Pour compléter, parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, je rajouterai la dimension transversale de l'intelligence artificielle qui est mise à toutes les sauces, y compris dans ce que Fanny vient d'évoquer, mais aussi dans les objets connectés, dans l'intelligence émotionnelle, dans les composants électroniques. Elle est mise, on la retrouve finalement transparente dans tous les marchés. Elle est omniprésente. Transparente parce qu'on ne la voit pas forcément et aussi parce qu'elle est omniprésente. Très bien. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des sous-jacents pour 2019, donc quelques prévisions pour 2019 ? Quelle question ? Nous, on va parier sur le quantique, non ? Alors nous, on parie sur le quantique, mais c'est peut-être pas 2019. C'est peut-être un peu tôt. Les sous-jacents technologiques, déjà, il y a l'IA qui arrive sous forme de composants électroniques, pas que de logiciels, donc qui fait qu'elle va se diffuser encore plus largement dans les objets ou dans les téléphones. Ça, c'est un premier exemple. Il y a l'IA émotionnelle. Je pense que c'est vraiment émergent, on n'en est qu'au début. Donc de composants et de solutions logicielles qui détectent les émotions des consommateurs ou des utilisateurs et qui permettent plein d'applications dans tout un tas de domaines. Et c'est déjà pas mal. Et moi, je m'intéresse aussi aux capteurs dans la santé, où il y a plein d'innovations aussi qui émergent, qui vont aller dans le sens de la médecine prédictive sous plein de formes diverses et variées. On constate une très grande fréquentation du CES, une fréquentation internationale. Comment justifiez-vous cet engouement pour le CES aujourd'hui qui se passe aux États-Unis et notamment à Las Vegas ? Écoute, c'est quelque chose qu'on a dit dès le début de la conférence ce soir, c'est que c'est finalement le plus gros événement international et mondial où on retrouve tous les acteurs de toutes les contrées, que ce soit l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Voilà, c'est ultra complet. C'est là où c'est le seul salon où on a tout l'écosystème tech qui se réunit. Oui, il y a une grande diversité d'acteurs et aussi, quand on compare à beaucoup d'autres gros salons internationaux, c'est un des rares qui est uniquement professionnel. Il y a d'autres salons comme l'IFA, comme CEATEC à Tokyo, mais c'est des salons où il y a des journées ouvertes au public, ce qui fait que les chiffres de présence sont un peu gonflés par la partie grand public. Quand on enlève le grand public de ces salons-là, on est en dessous du CES. Donc en fait, c'est 180 000 visiteurs à peu près au CES. C'est le plus gros chiffre de professionnels dans un salon lié au numérique grand public. Et à qui recommanderiez-vous de visiter le CES ? Des PME, des ETI, des startups ? Quel est, à votre avis, le public le plus approprié ? Alors, moi, je le recommande déjà aux journalistes tech et grand public forcément, puisque c'est mon boulot de journaliste et que c'est quand même un des endroits où il faut aller quand on est journaliste tech. Après, pour une partie des startups, quand elles ont commencé à déjà avoir levé des fonds et avoir plus des prototypes, mais des choses vraiment construites, aller commencer à se vendre pour pouvoir attaquer le marché américain, s'internationaliser, je trouve ça intéressant. Je parle de start-up parce que j'enseigne à HEC sur l'incubateur de la station F et que justement, c'est vraiment des sujets sur lesquels on discute. Là, cette année, on n'en avait que 2. Pour les 2, le retour est ultra positif pour se faire connaître et par les médias, mais aussi par des acheteurs. Alors moi, j'ai inauguré cette année dans le rapport du CES une rubrique au début qui présente l'intérêt du salon pour tous les marchés verticaux. Et je me suis posé la question intellectuelle qui est de dire finalement quel intérêt d'y aller pour une banque, pour une assurance, pour quelqu'un du monde de la santé, pour un constructeur automobile. Bon, c'est pas compliqué parce que c'est un sujet du salon. Et donc en fait, je me suis rendu compte que pour quasiment tous les sujets, il y avait un sens à y aller. Alors c'est variable, il y a des sujets, je me suis posé la question pour les agriculteurs. J'ai croisé un groupe d'agriculteurs qui allaient au CES quand j'ai pris l'avion. Et donc, il y a des centres d'intérêt pour eux, avec les drones, avec différents objets connectés, différentes innovations. Il faut savoir que, comme c'est un salon où il y a beaucoup d'innovations assez multifacettes, même quand on n'est pas concerné directement, on peut être inspiré. Typiquement, on va avoir un capteur qui sert à un marché X, mais qui peut servir à un marché Y. On va avoir une application qui a des transposés possibles dans d'autres secteurs. C'est un salon de l'idée, en fait. D'ailleurs, beaucoup d'idées ne vont pas forcément aboutir sur le marché. Mais en tout cas, c'est un salon qui permet de gamberger sur l'impact des technologies dans le grand public, mais parfois avec même l'impact que ça a dans les entreprises, pour leur propre organisation et leurs propres produits.
Et d'ailleurs, moi cette année, j'accompagnais des grands groupes avec Club Institute et on fait des tours et il y a beaucoup de grands groupes qui vont justement aussi pour aller prendre des tendances ou répondre à des problématiques, de choses qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ils n'ont pas le temps toute l'année de faire de la veille technologique forcément ou d'avoir les bons experts en tout cas pour leur amener ces données-là. Donc ils envoient des responsables, des DSI et des responsables plus haut placés, des gens des COMEX qui vont voir, qui vont prendre les tendances, mais aussi qui vont chercher des réponses à ces problématiques. L'Eurotech Week est terminé, le CES aussi. Une semaine affolante avec énormément de programmes, énormément de visiteurs, plus de 1200 participants, une soirée French Tech qui a réuni l'écosystème, les régions et la plupart de nos partenaires. Ça a été fabuleux. Maintenant, je voudrais remercier Olivier qui a participé, qui a été speaker sur notre conférence et enfin lui demander pour quelles raisons chaque année il se rend à l'Eurotech Week et il soutient cette initiative. Je soutiens l'initiative parce que j'apprécie un point particulier de cette rencontre organisée par des Français, c'est qu'elle est tournée vers le monde. Elle est partenaire d'un grand nombre d'associations américaines ou européennes et je pense que la présence française au CES, elle a besoin de rayonner au-delà de la francophonie et au-delà de la France. Donc on a besoin d'être en contact du reste du monde. J'apprécie que dans les conférences qui sont organisées, il y a des Américains qui viennent. On n'est pas entre Français, quoi. Et ça, c'est fondamental. C'est peut-être encore un petit point de faiblesse de la présence française au CES, surtout au niveau des startups. On est un petit peu trop entre nous. Donc on a vraiment besoin de s'ouvrir sur le monde, besoin d'exporter, besoin de promouvoir la technologie française au-delà de nos frontières. Et donc ça contribue à cette initiative. Très bien. Donc merci beaucoup Olivier. Merci à tous les participants, à toutes les personnes qui ont soutenu cette initiative. Un beau programme Eurotech Week. On vous attend l'année prochaine au CES 2019. À bientôt.